Madame, Monsieur, bonsoir. Ce flash spécial alors que des signes d'activité militaire très importants nous parviennent de la Manche. Peut-être s'agit-il du débarquement. Il était attendu, vous le savez, sur le Pas-de-Calais. Et l'activité dont on nous parle se déroule en ce moment du côté de la Normandie. Bien qu'une forte dépression se soit abattue sur les côtes françaises depuis 3 jours, nous observons une importante activité aérienne depuis la tombée de la nuit. Selon des sources anglaises, cela fait maintenant 48 heures que des hommes sont sur le pied de guerre au sud de l'Angleterre ainsi qu'à bord de navires amarrés au large de l'île de Wight. Selon la météo marine, le temps devrait être plus clément cette nuit. On annonce même une accalmie de quelques heures. Les Alliés pourraient donc en profiter pour intervenir en France dans la nuit. Vous le savez, l'état-major allemand attend les Alliés sur les côtes du Pas-de-Calais. Il a cantonné la plupart de ses troupes aux environs du Havre, de Dieppe, de Boulogne et de Calais. Et pourtant, c'est bien entre Cherbourg et Le Havre que sont signalés ces avions. Je vous le disais en début de ce flash, eh bien, rien ne nous permet pour l'instant d'affirmer que le débarquement aura bien lieu cette nuit. Mais si c'est le cas, eh bien, il aurait peut-être lieu sur les plages de Normandie et ça serait une surprise. D'après nos informateurs dans le réseau Arc-en-Ciel, le réseau de la Résistance, la suite du vers de Verlaine a été diffusée. Vous savez que la première partie de ce vers, Les sanglots longs des violons de l'automne, avait déjà été diffusée par la BBC il y a maintenant quelques jours. Eh bien, l'autre partie, Berce mon cœur d'une langueur monotone, devait donner le signal du débarquement. Et c'est cette deuxième partie, justement, qui aurait été diffusée ce soir. C'est un autre indice qui nous semble nous montrer que le débarquement a lieu en ce moment. Vous le savez, depuis plusieurs mois, ces messages préviennent chaque groupe de résistants en France des missions qu'ils ont à effectuer. Ils les écoutent religieusement sur la BBC. Ici Londres. De Camille à Amicha, 6 amis trouveront quelle mort ce soir. Nous disons 6 amis trouveront quelle mort ce soir. De Cloque à Prince, 2 chacals viendront manger du vermicelle et l'écureuil recevra beaucoup de noisettes ce soir. Nous disons 2 chacals viendront manger du vermicelle. Ils ont chacun une signification particulière pour ceux qui le reçoivent. Plasticage d'un pont ou d'une ligne téléphonique, attaque d'un train. Chaque groupe de résistants passe ensuite à l'action, comme on le voit sur ces images. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Nous disons, la bibliothèque est en feu 2 fois. Le message attendu est arrivé. Non loin de là, dans la campagne, les hommes du maquis veillent. L'arme à la main, ils guettent. Ils transmettent leur message. Ils se préparent et ils attendent. Quand viendra l'avion? Une petite messagère accourt apportant la bonne nouvelle. Le message, la bibliothèque est en feu, est passé. Merci, ma chérie. C'est bien pour cette nuit. Le soir tombe. Les hommes sortent de leur cachette, gagnent le terrain bien repéré que l'avion survolera tout à l'heure. Les feux s'allument, l'appareil ami arrive. On échange les signaux convenus et le premier parachute est lâché. C'est d'abord un messager venu de Londres qui prend contact un peu rudement avec la terre française. Puis d'autres parachutes s'ouvrent, des armes cette fois. Mission accomplie, l'avion est déjà reparti mystérieux comme il était venu. Une fois de plus, à travers le ciel, les audacieux pilotes de la Royal Air Force et de l'aviation américaine ont armé la résistance française. Je vous le disais en début de ce flash, une grande activité militaire a été détectée au-dessus de la Manche et des côtes normandes. On vient d'apprendre que des parachutistes éclaireurs britanniques et américains ont été largués sur la Normandie. Ces éclaireurs, dits Pathfinders, sont chargés à l'aide de balises radio et de lampes d'indiquer aux pilotes des avions les zones de parachutage et d'atterrissage des planeurs. Ce sont en fait les premiers soldats alliés, si ça se confirme, à poser le pied sur le sol français. Leur mission, d'après nos informations, est capitale puisqu'ils pourraient faciliter un éventuel débarquement des Alliés par la mer en attirant les Allemands à l'intérieur des terres. Et puis ce sont eux également qui devraient dégager les pieux installés dans les champs par les Allemands, ces fameuses asperges de Rommel, redoutables en cas d'opération aéroportée puisqu'elles éventrent hommes et matériel lorsqu'ils arrivent au sol.
Côté anglais, nous apprenons à l'instant l'atterrissage de 6 planeurs Orsa transportant 120 soldats du 2e bataillon du major John Howard. 3 d'entre eux viennent de se poser près du pont de Bénouville, situé sur le canal de Caen, et 2 autres à proximité du pont de l'Orne, situé quelques centaines de mètres en arrière. Nous n'avons malheureusement pas de nouvelles de plusieurs planeurs. La mission de ces hommes, selon nos informateurs, consiste à s'emparer rapidement des 2 ponts que l'on suppose minés et à éviter leur destruction. En effet, cette route pourrait s'avérer vitale en cas de débarquement. Elle devrait permettre aux unités de venir renforcer rapidement les troupes aéroportées et de protéger tout le flanc oriental de ce qui sera peut-être le secteur d'assaut allié. Bien sûr, nous ne savons pas encore s'il s'agit ou non des signes avant-coureurs du véritable débarquement. France 2 a donc décidé de garder l'antenne toute la nuit. Nous vous retrouverons toutes les demi-heures pour vous tenir au courant des événements sur le Cotentin et la Manche, et bien sûr, plus si l'actualité le demande. On se retrouve donc d'ici environ une demi-heure pour un nouveau flash d'information. Merci Benoît Duquesne, merci beaucoup. Bonsoir, heureux de passer cette nuit la plus longue avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 h du matin. Vous connaissez le principe, donc des flashs infos présentés par Benoît Duquesne sur l'évolution de la situation en Normandie. Et entre chaque flash info, des experts, des témoins pour nous aider à comprendre et à apprendre. Voilà. Alors avec nous pour ce premier plateau consacré aux Normands, bonsoir madame, Monique Corblay. Donc votre père était résistant dès 1940, ensuite il s'est engagé dans la Royal Air Force. Vous vivez le débarquement en Normandie, ensuite vous êtes envoyé comme agent pour traverser les lignes. Vous êtes arrêté par la milice, vous êtes condamné à mort. Finalement, le chef de la milice décide de ne pas vous tuer parce que, dit-il, on ne tue pas les femmes, mais vous êtes déporté dans un camp de concentration où pratiquement, vous risquez la mort tous les jours. Oui. Oui, c'est à peu près ce qui s'est passé. J'étais à Audrieux, qui est un village entre Caen et Bayeux. Et nous avons... Allez-y, madame. Bon, nous avons vécu le débarquement. Voilà comment ça s'est passé. Nous étions à 15 km de la mer. Et nous avons entendu le plus formidable bombardement de la guerre. C'était tellement formidable que nous ne pouvions pas nous parler dans la maison. On était obligés de sortir dehors pour arriver à nous parler. Et ça a duré très longtemps, et puis brusquement, ça s'est arrêté. Alors nous avons été très inquiets, nous nous sommes demandé si les commandos avaient pu débarquer. Et puis nous avons regardé du côté de la mer, et il y avait au-dessus de l'horizon une petite ligne grise. Cette petite ligne grise était faite, nous le saurons plus tard, des ballons qui étaient attachés au bateau. Et au-dessus de l'horizon, cela faisait donc une petite ligne grise. Et elle n'y était pas la veille, alors nous avons su que le débarquement avait réussi. Voilà. Toute la journée du débarquement, il n'y a pas eu un coup de feu là où nous étions. C'était le calme le plus tranquille. Et le soir du débarquement, nous sommes allés comme tous les soirs chercher du lait à la ferme. Et les fermiers venaient de recevoir la visite de leurs cousins qui nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Prenez vos bicyclettes, allez à la côte, c'est très amusant. Il y a la mer est noire de bateaux. Ils débarquent par milliers, il y a des tanks, il y a des canons, et ils vous donnent du chocolat et des cigarettes. » Merci Madame Corblay, on y reviendra tout à l'heure, on écoutera votre témoignage plus complètement tout à l'heure, merci beaucoup. Alors Marc Lefebvre, vous êtes maire de Sainte-Mère-Église depuis 20 ans. Oui, bonsoir. Bonsoir, heureux de vous avoir avec nous. Avec nous également Jean-Pierre Azéma, historien, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, expert de la Deuxième Guerre mondiale, et vous êtes co-signataire, Jean-Pierre Azéma, avec Robert Paxton et Philippe Burin, d'un album intitulé 6 juin 44, qui est édité par Perrin et le Mémorial de Caen. Voilà. Donc vous êtes ce soir ma caution historique, en compagnie d'André Caspi. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes historien aussi, professeur à la Sorbonne. Vous publiez chez Perrin Chronologie commentée de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alain Genestar, bonsoir. Bonsoir. Donc Alain Genestar, directeur général de la rédaction de Paris Match. Vous êtes normand et vous êtes né à Caen. Vous êtes né en 1950, Alain Genestar, dans un baraquement américain.
C'est le titre du livre que vous avez publié il y a quelques années et que Grasset ressort aujourd'hui, parce qu'en fait, votre maison avait été entièrement détruite et votre famille et vous étiez obligés d'habiter dans ce baraquement américain, c'est ça? C'est ça, je suis né dans ce baraquement américain qui a été planté dans les ruines de Caen 2 ans avant ma naissance. Et j'ai souvenir d'un endroit très gai, Ouais. parce que c'était une maison neuve qui arrivait d'Amérique, qui était très moderne, qui aujourd'hui est devenue synonyme de quelque chose de misérable. Ouais. Mais à l'époque, c'était très beau. Et il y avait un tel contraste entre notre baraquement américain, avec ses couleurs un peu américaines des années 50, Miami, et puis cette ville toute noire qui avait brûlé pendant tout l'été 44 et qui était détruite. Et parmi nos amis qui étaient logés dans d'autres maisons, dans notre baraquement américain, il y avait comme un air de nouvelle vie et de modernité. Merci Alain Genestar. Le livre s'appelle Le baraquement américain. C'est chez Grasset. Michel Drucker. Bonsoir Michel, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. Donc vous Michel, vous avez passé votre enfance en Normandie et même, je dirais, votre adolescence, puisque vous racontez dans le numéro du Point de cette semaine que vous flirtiez dans les blocos sur la côte. Ben, je suis né à 50 km de Caen. Alain Genestar connaît bien ma ville puisqu'il a même été étudiant dans une institution religieuse à Vire, à Saint-Jean-Eudes. Je suis donc à 120 km de chez moi, ici, ce soir à Saint-Père-Église. C'est vrai que, comme tous les gosses nés dans ces années-là, quand on avait 8-10 ans dans les années 50, l'été, on allait jouer dans les blocos, dans les fortins de Rommel, et on allait jouer sur les restes et sur les vestiges qui existent encore, les pontons du port artificiel d'Arromanches. Alors, ce qui est extraordinaire, Michel, moi j'ai passé quelques jours avec vous ici pour préparer cette émission, c'est que chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, votre père soit a accouché la personne, soit a soigné les parents. Mais c'est vrai que mon père était médecin à Vire, une petite sous-préfecture, le bocage normand. Il a eu des clients dans la Manche, dans le Calvados, dans l'Orne, jusqu'ici d'ailleurs. Et j'ai rencontré des gens, depuis que je suis ici à Saint-Père-Église, qui ont connu mon père. C'est très émouvant. Il aurait été très heureux et très fier de me savoir ce soir avec vous. Vous êtes encore plus populaire qu'ailleurs ici, Michel Drucker. Mais vous savez, mais Alain vous le dira, quand on se promène en France ou même en Europe, et qu'on voit une voiture avec une plaque immatriculée 14, on dit tiens, c'est quelqu'un du Calvados. Si c'est 61, c'est l'Orne, et si c'est 50, c'est la Manche. Alors, le 6 juin 44, vous êtes en fait caché, Michel, en Bretagne, dans un petit village qui s'appelle Plémé. Oui, à côté de Saint-Main-le-Grand, le pays des Louison Bobet, dans les côtes du Nord, devenues Côte d'Armor, à 65 km de Rennes. Voilà. Et votre père, lui, est à Drancy, est interné. Drancy et Compiègne, il est revenu en 45. Voilà, merci. Bon, alors, à chaque fois, je vais vous demander de réagir, soit l'un, soit l'autre, soit tous les deux, sur le flash info de Benoît Duquesne. Alors là, vous avez entendu, les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Donc ça veut dire que ça y est, c'était la phrase que tout le monde attendait, c'est ça, André Caspi? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde sait qu'il y aura un débarquement. Les Allemands n'en sont pas surpris, les Français l'attendent depuis longtemps, et bien entendu, les Anglais et les Américains le préparent. La question, c'est de savoir quand il aura lieu et où il se produira. Et ce que montre bien le flash, c'est que l'incertitude règne. En principe, d'après les stratèges, le débarquement doit avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Pourquoi le Pas-de-Calais? Parce que c'est là que c'est le plus proche de l'Angleterre. C'est aussi le point de départ vers la Roure. Par conséquent, cela peut permettre aux armées alliées, si elles réussissent leur débarquement, à toucher le centre industriel de l'Allemagne nazie. La surprise, c'est que le débarquement n'a pas lieu dans le Pas-de-Calais, il a lieu en Normandie, mais encore faut-il prendre conscience qu'il s'agit vraiment de l'opération principale et non pas d'une opération de diversion. Vous avez quelque chose à ajouter, Jean-Pierre Zema? Par rapport au flash, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est la plus grande opération aéroportée de tous les temps. Dites-vous que sur la Manche, 13 000 hommes vont être largués. Il y a eu des pressions qui sont exercées sur Eisenhower en disant qu'il va y avoir vraiment beaucoup de casse. On évalue à 70% le nombre de morts. Et Eisenhower a dit, non pas ça m'est égal, mais d'abord je ne pense pas qu'on arrivera à 70% et je maintiens la nécessité absolue de commencer le débarquement, de le faire débuter par cette opération aéroportée à la fois sur la Manche et d'autre part du côté de Caen. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va commencer notre première discussion qui est consacrée aux Normands
qui est consacré à la population locale de Normandie. Alors, les Normands, évidemment, ont été occupés dès juin 40 par l'armée allemande. Alors, tant que les Allemands pensent envahir l'Angleterre, effectivement, la pression n'est pas énorme. Mais à partir du moment où ils imaginent que ça peut être l'inverse, la présence allemande se renforce. Est-ce que, en Normandie, la présence de la Wehrmacht était plus forte qu'ailleurs? Oui, elle était forte parce qu'on était sur un département côtier. Dites-vous qu'en mai 1944, il y avait au moins 35 000 Allemands, ce qui faisait un rapport de 1 pour 12 par rapport à la population normande. Ouais. Les Allemands ont resserré de plus en plus l'étau. Il y a eu toutes sortes de contraintes. Des contraintes classiques, pas de drapeau tricolore, pas de Marseillaise, surtout pas d'armes à feu, surtout pas de fusil de chasse, et sinon ça pouvait être la mort. Mais en même temps, des mesures, parce que c'est un département côtier, une zone interdite qui a été donc installée, l'interdiction de pêcher en dehors d'heures extrêmement limitées. Et puis on a confisqué des bicyclettes, et puis on a confisqué des appareils de TSF, et puis il y a eu des réquisitions tous azimuts, y compris de manière tout à fait singulière, 370 chiens qui ont été raflés en juillet 1942. Bref, on peut estimer que les Normands, ceux de la Manche comme ceux du Calvados, ont été particulièrement donc pressurés. Et ce qui explique aussi une très forte germanophobie. Les deux départements n'ont jamais été germanophiles, c'est le moins qu'on en puisse dire, mais la germanophobie, donc, justement, en 44... c'était ma prochaine question, c'est-à-dire que, en fait, bon, on est obligé, la population est obligée d'avoir affaire aux Allemands, ne serait-ce que parce qu'il y en a qui veulent être logés, ne serait-ce que pour approvisionner la Wehrmacht. Est-ce qu'il y a eu en Normandie, est-ce qu'il y a eu des exemples de collaboration avérés? Il y a toujours des collaborationnistes, on les appelle ainsi, c'est ceux donc qui préconisent une collaboration tous azimuts avec le Reich, et comme un peu partout en France, mais peut-être un peu moins que dans d'autres régions françaises, on peut estimer que l'ensemble des collaborationnistes représente à peu près 1% de la population active. C'est plus ou c'est moins que le reste de la France? Plutôt moins. Plutôt moins, voilà, c'était ce que je voulais savoir. Pendant la guerre, vous avez eu affaire, j'imagine, à la Wehrmacht. Comment se conduisait la population envers eux et eux envers la population? Nous avons été occupés pendant toute la guerre par 40 Allemands. J'habitais le château d'Audrieux et il y avait beaucoup de place. Alors nous avons cohabité sans jamais nous parler. Les Allemands nous disaient bonjour le matin et bonsoir le soir. Et nous n'avions jamais aucune conversation avec eux. J'étais incapable de savoir où ils habitaient, s'ils avaient une famille, on ne se voyait pas. Aucun contact, C'était des fantômes. Et dans le village, beaucoup de maisons étaient occupées, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de poste émetteur dans la zone occupée par les Allemands, parce qu'on ne pouvait pas. Mais nous avons été occupés par la Wehrmacht, nous avons aussi été occupés par la SS. Et juste après le débarquement, comme je vous ai dit tout à l'heure que nous avions envisagé d'aller regarder le débarquement, nous n'avons pas pu le faire parce que nous étions en zone allemande. Et le lendemain, la 12e SS est arrivée à la maison. Voilà. Et a occupé la maison. Je dois dire que le colonel SS a été particulièrement courtois avec nous. Mais le lendemain, nous avons vu passer devant nous des prisonniers canadiens. Et ces prisonniers canadiens sont entrés dans le parc et l'escorte SS est ressortie sans les prisonniers. Ils se sont arrêtés devant nous. Ils nous ont dit Tommy Caput. Il m'a montré son arme en disant c'est moi qui les ai tués. Et autour de la maison, ils ont tué 26 prisonniers de guerre. Ils ont assassiné 26 prisonniers de guerre. Alors, à la fin de la bataille, puisqu'il y a eu une bataille, le colonel a envoyé son aide de camp pour savoir si nous avions des blessés. Et nous n'en avions pas. Ils nous ont dit bonne chance, les Anglais sont là demain. Et nous avons eu un sentiment extraordinaire, c'est que la maison a été débarrassée des Allemands. Ils sont partis. Nous étions seuls. Nous n'étions pas tout à fait seuls parce qu'il y avait un blessé allemand qui était
qui se traînait sur la route, sur le chemin. Nous l'avons amené à la maison. Et nous étions tout à fait incapables de le soigner. Il était très blessé. Et ma mère avait été infirmière pendant la guerre de 14. Alors j'ai été la voir. Le bombardement avait beaucoup abîmé la maison. Il était tombé 37 au but sud. Ma mère était en train de se coucher dans un lit qui n'était pas le sien, parce que le sien avait été démantibulé. Et je lui ai dit, maman, il y a un blessé allemand, nous l'avons ramené, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ma mère m'a dit, sommairement, prends une bûche et achève-le. Et j'avoue que comme j'étais incapable de tuer un lapin, je ne me voyais pas achevant. Alors nous l'avons soigné, mais avec les 2 remèdes miracles de la Normandie. Merci. Le cachet à l'aspirine et le calvados. Merci, Madame Corblette. Alors, est-ce que les Normands pressentaient que la Normandie allait devenir ce champ de bataille qu'elle est devenue? Non, je ne pense pas que l'on puisse dire qu'ils le pressentaient plus que les autres, puisque, en fait, encore une fois, le débarquement ne devait pas, en théorie, avoir lieu en Normandie. Et de plus, comme on l'a rappelé, ils n'étaient pas mieux informés que les autres Français. Cela dit, encore une fois, les Français s'attendaient à un débarquement. Oui, et mais les Normands ne pensaient pas que ça allait arriver ici. Donc la Normandie n'imaginait pas une seconde de quelle catastrophe elle allait être victime. Et dans un certain sens, ils le redoutaient même, parce que redevenir un théâtre d'opérations militaires, ça n'est quand même pas une perspective particulièrement joyeuse. D'autant plus que les bombardements avaient commencé bien avant le débarquement. Et ces bombardements n'étaient pas limités à la Normandie, mais ont fait aussi beaucoup de dégâts en Normandie. Donc, on savait qu'il y aurait un débarquement, quand, où, on ne sait pas. Mais justement, on va regarder les bombardements dont la Normandie a été victime. Magnéto, Jérôme. À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Derrière les lignes, le calvaire de la France a commencé. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. 16 000 habitants, 12 000 sinistrés, près de 3 000 morts. Ici, un pensionnat où 14 jeunes filles sont ensevelies. Dans des grottes vivent les rescapés. Durant des jours, le Secours national a dû nourrir la totalité des habitants, car notre pays possède encore des hommes qui savent donner toute leur activité, toute leur âme au service des Français malheureux. Après Lisieux, après Saint-Lô, après Vire, Évreux a terriblement souffert. Dans chaque camp, les combattants connaîtront sans doute des fortunes diverses, mais hélas, les Français ne connaîtront, eux, que des deuils et de nouvelles souffrances. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile.
Ah, c'est à moi, pardon, ben voilà, c'est la magie du direct. Bien, alors, André Caspi, Jean-Pierre Azéma, bien sûr, seule la fin justifie les moyens quand on fait une guerre. Ce qu'on veut, c'est la victoire. Mais fallait-il en arriver là? Fallait-il raser les villes normandes à ce point-là et finalement créer ces cicatrices éternelles? Vous posez là un problème qui est à la fois moral et militaire. Sur le plan moral, la réponse est évidente. Il ne fallait pas. Mais sur le plan militaire, lorsque l'on sait qu'il est indispensable, non pas de frapper les populations civiles, le but n'est pas de terroriser. Les bombardements qui ont lieu sur la Normandie ou au nord de la Seine n'ont pas pour but de faire peur. Ils ont pour but de détruire des cibles militaires, c'est-à-dire des ponts, des gares, des entrepôts, tout ce qui peut servir à l'ennemi. Et il est évident que les populations civiles trinquent. On peut dire que c'est une conséquence inévitable, extrêmement regrettable. Et les Normands, aussi bien que les autres Français qui ont subi les bombardements, les ont acceptés à une condition, c'est que ces bombardements aient été utiles et précis. Ils ont au contraire été révoltés lorsque les bombardements leur paraissaient inutiles ou leur paraissaient imprécis. Je crois que de ce point de vue-là, ils ont montré une dose de patriotisme qu'il faut saluer. Alors, Alain, vous êtes né en 1950, mais enfin, vous avez vécu dans cette Normandie-là, vous aussi, Michel, c'est-à-dire que vous avez connu ces villes encore détruites avant la reconstruction qui a pris du temps. Oui, moi je suis né dans une ville qui était totalement dévastée, avec une étrangeté d'ailleurs, parce que 5 ans après le débarquement, quand je suis né, donc disons que ma mémoire est arrivée 2 ans après, donc en 52, la ville commençait à être reconstruite et surtout les terrains vagues n'étaient plus noirs, ils étaient verts. Parce que la Normandie a cette magie, c'est qu'elle fait pousser de l'herbe partout, avec des pissenlits partout. Et je suis né dans une ville champ. Mais il y avait toutes ces maisons qui étaient là. Et j'avais toujours, j'ai mis un certain temps avant de le réaliser, quand je suis devenu plus grand. On était habitué à vivre dans une ville où il y avait eu plein de morts. Dans ma famille, mais chez tous mes amis, toutes les familles de Caen étaient endeuillées par le débarquement. Et j'ai mis un certain temps à réaliser, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, c'est en hommage à mes parents. C'était extraordinaire de passer sa vie, d'avoir vécu cela, comme les Canets ont pu le vivre, et de rester après dans cette ville, de la reconstruire, et d'aller... Je me souviens un jour faire les courses avec ma mère et le commerçant parlait en désignant la cave des morts de la cave qu'ils avaient retrouvés après le bombardement du 7 juillet, des gens qui étaient morts asphyxiés. Il y en avait 32. Et il en parlait de façon anodine, c'était normal. La mort était là en permanence et elle n'était pas triste. C'est-à-dire ces gens-là, vous avez eu raison de le dire, ils ont été des patriotes extraordinaires. Ils ont été des hommes et des femmes extraordinaires. Jamais je n'ai entendu dans ma famille, chez mes amis, une réflexion sur les Américains ou sur les Alliés. Ils ont accepté le sacrifice de leur ville parce qu'ils savaient que c'était nécessaire à la libération de l'Europe. En revanche, les Allemands, c'est vrai, ils n'aimaient pas beaucoup les Allemands. Mais justement, ils ont identifié l'ennemi. L'ennemi, c'était le nazisme. Et ils n'en ont pas voulu aux Américains d'avoir rasé toutes ces villes normandes. Et quand les Américains sont rentrés dans le camp, bien sûr, ce n'était pas la libération de Paris, ce n'était pas la fête sur les chars. On n'embrassait pas les GI, les Canadiens et les Britanniques. Mais il y avait un recueillement dans la ville, tout le monde s'est retrouvé à la messe pour un tédéum. Et c'était d'une grande dignité, et je trouve que c'est un exemple de dignité extraordinaire. Monsieur le maire, Sainte-Mère a été détruite aussi, j'imagine, non? Bien non, curieusement, puisqu'en fait, elle a été libérée très vite. Elle a eu le privilège d'être libérée rapidement. Donc, il y a eu des destructions du fait des contre-attaques allemandes, mais relativement peu de bombardements. Par contre, des villes très proches d'ici, à 8 km, 10 km, Montebourg, Picoville, 40 ans, ont été très détruites, mais Sainte-Mère-Église a eu ce privilège. Merci, c'est l'heure du flash. Benoît Duquesne nous informe sur l'évolution de la situation. L'opération Overlord, autrement dit le débarquement, a bel et bien commencé tout à l'heure sur les côtes de la Manche. Nous en avons maintenant la confirmation. On assiste bel et bien en ce moment sur le Cotentin aux premières opérations du débarquement allié. On vous parlait tout à l'heure des Pathfinders, ces éclaireurs britanniques parachutés près de Bénouville. Eh bien, il aura fallu moins de 10 minutes à ces hommes du 2e bataillon britannique du Major Howard pour s'emparer des 2 ponts de Bénouville et de Ranville qui sont par chance restés intacts. L'enjeu, vous le savez, est capital. Les rives
que les deux ponts relient sont primordiales pour protéger ce qui sera sans doute le flanc est du front du débarquement. Ces deux ponts minés par les Allemands devaient être protégés. Il fallait éviter leur destruction. C'est ce qu'ont réussi à faire les soldats britanniques, parfois au prix d'actes héroïques. Au même moment, plusieurs milliers de paras de la 6e division aéroportée ont été largués sur les rives de l'Orne et de la Dive, des rives qui avaient été balisées par les fameux Pathfinders. Quelque temps avant le départ des troupes en Angleterre, c'est Churchill en personne qui est venu les saluer et les encourager. Les hommes de la 6e division aéroportée ont 3 objectifs principaux d'après nos informations. Le premier de ces objectifs, c'est de renforcer les troupes du Major Howard, chargé de la défense du pont de Bénouville. Ils doivent aussi préparer le terrain pour les atterrissages en retirant les pieux plantés par les hommes de Rommel dans les champs. En effet, c'est ici qu'est prévue l'arrivée de 72 planeurs transportant l'état-major de la 6e division ainsi que le matériel lourd, les jeeps, les canons, les mitrailleuses. Deuxième objectif de ces troupes, eh bien, c'est détruire 5 ponts sur la rivière de la Dive afin de créer un premier fossé entre les Britanniques et les Allemands. 2 autres fossés plus larges, plus profonds sur l'Orne et le canal de Caen ont déjà été réalisés. Le major Rosevert et ses hommes a déjà réussi à faire sauter le pont de Saint-Sanson près du village de Troarn sur la Dive. Et puis enfin, dernière mission des paras, eh bien, c'est détruire la batterie d'artillerie allemande de Merville que l'on suppose équipée de grosses pièces d'artillerie. Il s'agit de protéger les troupes qui seront amenées à débarquer par la mer d'éventuels tirs de ces canons. Vous le savez, depuis 4 ans, la France est occupée par l'armée allemande et depuis plus de 2 ans maintenant, Américains, Britanniques, Canadiens se préparent en vue d'un débarquement sur les côtes françaises sans savoir ni où ni quand il aura lieu. C'est en 1941 que l'effort de guerre a commencé. Tanks, avions, navires de guerre se construisent à la chaîne sur le sol anglais. Les hommes s'entraînent dans des camps, sur des plages. On estime à environ 2 millions le nombre de soldats prêts à s'embarquer. Côté français, le gouvernement de Vichy multiplie les films de propagande. Pour cela, il n'hésite pas à détourner les images faites par les Alliés, comme ce document que nous avons pu nous procurer. On le regarde. Et voici maintenant un document véritablement exceptionnel. Un exercice d'invasion effectué par les troupes anglo-américaines. Reportage qui est parvenu entre nos mains, non sans difficulté, on le devine. Des bateaux plats, anglais et américains, s'élancent vers la plage. La tête de pont est formée. Mais en prenant place sur le rivage, les troupes se trouveraient enserrées dans l'étau de la défense allemande. En effet, si conformément à ce document une tentative d'invasion se produit, voici comment la défense allemande réagirait. Chaque parcelle de terrain conquis est pilonnée par le feu convergent des pièces de tout calibre. Et nous voyons à nouveau les troupes du Reich se porter au devant de l'adversaire. Autrefois, une simple pénétration locale dans un système fortifié signifiait une défaite pour les défenseurs. Aujourd'hui, il en va autrement. Au fur et à mesure de leur progression, les troupes débarquées se trouvent engagées dans les mailles d'un véritable filet d'acier qui se referme sur elles. Aucune surprise n'est à craindre. Les lance-flammes automatiques déclenchent leur feu. Des millions de tonnes d'acier s'abattent de tous côtés sur l'assaillant. Vision d'enfer, anticipation. Retour maintenant aux opérations du débarquement sur le terrain avec cette opération originale appelée opération Titanic. Les Alliés viennent en effet de larguer 200 poupées des Dummies à l'ouest de Saint-Lô. Le parachutage a eu lieu il y a maintenant une quinzaine de minutes. Ces poupées à l'effigie des soldats américains libèrent des fusées. Elles simulent le bruit de fusils, de mitrailleuses, de détonations, de mortiers et même des jurons de soldats. Et d'après nos reporters qui sont sur place, eh bien, ces opérations qui ont pour but de tromper l'ennemi se sont multipliées un peu partout dans la région et notamment en Haute-Normandie. Nous nous retrouverons bien sûr dans le cadre de cette nuit spéciale sur France 2 d'ici une vingtaine de minutes pour un nouveau flash d'informations, pour vous tenir au courant bien sûr de l'avancée du débarquement. Et puis nous n'hésiterons pas à interrompre les programmes si l'actualité le demande. À tout à l'heure dans une vingtaine de minutes maintenant. Voilà, merci Benoît Duquesne. On vous retrouve effectivement dans 20 minutes. Alors, avec nous ce soir, l'amiral Jean Kessler, ancien chef du service historique de la Marine, président de l'association La Sabretache.
L'amiral Braque de la Perrière, bonsoir amiral. J'en ai jamais autant vu, moi, des amiraux. Historien de la marine, président de l'association Normandie Mémoire, 60e anniversaire. Le colonel Jacques Vernet, bonsoir mon colonel. Historien militaire, ancien directeur de la revue historique des armées. Jean-Pierre Azéma, André Caspi, on vous a présenté tout à l'heure. Franz-Olivier Gisbert, bonsoir. Donc Franz-Olivier Gisbert, journaliste, patron du journal Le Point, qui a consacré un numéro exceptionnel d'ailleurs au débarquement, ce qui a déclenché cette vague d'articles qu'on a vu dans la presse ensuite. Un gros succès, très bien fait par Olivier Weber. Et vous êtes écrivain, vous avez écrit L'Américain, entre autres, chez Grasset, où vous parlez de votre père, qui était GI et qui a rencontré votre mère ici en Normandie après le débarquement. Qui a fait le débarquement, mon père, au matin du 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha Beach, Omaha la sanglante. C'est pour ça que je pense à lui ce soir. Voilà. Il est mort il y a 25 ans. Alors, Michel Chevalet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste scientifique. Alors, on y viendra plus tard dans la soirée. Vous sortez un DVD consacré au port préfabriqué d'Arromanches. Un DVD très bien fait, d'ailleurs, beaucoup d'images en 3 dimensions où on voit, c'est absolument extraordinaire. On y reviendra. Et c'est chez Sony Music Vidéo. Voilà. Daniel Bilalian, bonsoir. Donc, vous présentez les journaux depuis Sainte-Mère-Église, où nous sommes ce soir. Absolument, les 13h, 20h pendant ces 48 heures. Et vous avez déjà couvert, vous êtes un spécialiste, parce que vous avez déjà couvert les 40e et 50e anniversaires. Absolument, oui, ce qui ne me rajeunit pas. Puis je connais bien cette région et je connais bien cet événement parce que mes parents avaient une maison à Grès-sur-Mer, qui est un petit village à côté de Courseulles. Et pendant 18 ans, chaque année, mon père, lorsqu'il recevait des amis, allait visiter le musée d'Arromanches. Et donc, Daniel faisait partie du voyage. Ah, c'est pour donc ça. je peux vous le dire que je le connais par cœur. Très bien, c'est votre 3e célébration, donc voilà. Alors, André Caspi et Jean-Pierre Azéma, donc vous avez entendu Benoît Duquesne. Overlord a bel et bien débuté. Des milliers de parachutistes ont été envoyés sur les rives de l'Orne et de la Dive. Alors, il y a un truc qui est très étonnant dans le flash qu'on vient de voir, c'est les demises, c'est-à-dire ces poupées, ces pantins qui étaient parachutés pour servir de leurre. Oui, là on est dans le domaine de ce que les Américains et les Anglais appellent la déception, c'est-à-dire la surprise, tout ce qui peut permettre de réussir un peu mieux les opérations militaires. Il est évident que ces dummies donnent l'impression aux Allemands d'abord qu'il y a beaucoup plus de parachutistes que dans la réalité, et ensuite permettent d'éclairer, donc de favoriser le parachutage de ceux qui viendront ensuite. Il y a donc comme cela toute une série d'inventions qui sont pleines d'ingéniosité, et nous en verrons d'autres dans le courant de la nuit, qui nous montreront justement que pour réussir une opération aussi importante que celle-là, l'opération en somme la plus importante que l'on puisse imaginer jusqu'à maintenant du point de vue de la guerre amphibie, il faut évidemment beaucoup d'imagination, et c'est, je crois, l'une des réalisations qui frappe aujourd'hui lorsque l'on pense à l'histoire du débarquement. Oui, c'est incroyable parce que ces mannequins, ces demises, faisaient même des jurons, non? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient très bien réalisés. Oui. C'est très commode puisque cela trompe complètement l'adversaire. Alors voilà, nous allons maintenant parler stratégie, la stratégie des belligérants lors du débarquement. D'abord, rappeler que depuis 1941, quand l'URSS et les USA sont entrés dans le conflit, la guerre est totale, la guerre est mondiale. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un théâtre d'opération en Europe, mais il y en a aussi en Asie et en Afrique du Nord. Et chaque camp gère toutes ses forces dans la bataille, toutes générations confondues et armes nouvelles. Alors, quand on dit toute génération confondue, ça veut dire que les Allemands, à ce moment-là, font appel à des soldats de plus en plus jeunes, non? Oui, bien sûr, ils font appel à des soldats. Vous savez, en règle générale, les soldats sont tous jeunes. Il est rare que les vieux se battent. Ce sont plutôt les jeunes qui se battent. Ouais. Donc si vous regardez l'âge moyen des soldats américains, ils ont entre 20 et 25 ans. Les soldats britanniques ont à peu près le même âge, peut-être un peu plus vieux. Mais à partir du moment où c'est une armée de conscription, on a nécessairement une armée de jeunes. Ouais. La question qui se pose peut-être avec l'armée allemande, c'est pas uniquement la jeunesse, c'est qu'à mesure que la guerre continue, il faut faire appel à des populations qui ne sont pas des Allemands. C'est le cas notamment en Normandie, où il y a des troupes qui viennent de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'Europe de l'Est,
qui ne sont pas tout à fait convaincus par le nazisme, qui considèrent en somme que être dans l'armée d'Hitler, c'est peut-être une bonne chose quand elle est victorieuse, c'est ennuyeux lorsqu'elle l'est moins, de telle sorte que ça constitue une faiblesse. Oui, il faut peut-être ajouter que ce qui se passe sur les steppes russes est fondamental. 4 500 000 Allemands ont été mis hors de combat depuis 1941. Et par conséquent, l'armée allemande, la Wehrmacht, est laminée. On ne peut pas comprendre le D-Day, on ne peut pas comprendre le jour J sans cela. C'est-à-dire qu'il ne peut intervenir que parce que la Wehrmacht est considérablement affaiblie. Et j'ajoute autre chose, si vous voulez, lorsque le 22 juin, ce qui est une date dont peut se souvenir Hitler, c'est le début de l'opération Barbarossa, donc de l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht. À ce moment-là, Staline, comme il l'avait promis, lance une offensive de l'armée rouge d'une grande ampleur sur tout le front. Et à ce moment-là, on peut estimer que Hitler est en train de perdre la partie. Alors, justement, la question que je vais poser à nos amis militaires, dans cette guerre mondiale, dans cette guerre totale, avec toutes les générations, avec des armes nouvelles, quelle place occupe le débarquement? Le débarquement intervient à un moment où il est possible d'une part et nécessaire d'autre part. Possible parce que grâce à la victoire de la bataille de l'Atlantique, les liaisons entre la Grande-Bretagne et les États-Unis sont possibles et on a pu amener renforts, etc. Pourquoi nécessaire? Parce que les Allemands sont en train de déboucher sur des armes nouvelles. Les armes de représailles, V1 et V2, vont bientôt être au point. Les sous-marins qui sortaient à la cadence de 30 vont passer à 40. On a trouvé un nouveau modèle de sous-marins, les types 21. Les Messerschmitt 262, qui ont 200 km à l'heure de plus que les meilleurs avions alliés, vont commencer à sortir. Et c'était le moment où il fallait le faire impérativement, parce que sinon on risquait de se retrouver dans les mêmes problèmes que ceux qu'on avait connus. C'est-à-dire que si... Oui, ça c'est très intéressant. Ça veut dire que si le débarquement n'avait pas eu lieu à ce moment-là, les Allemands étaient en train de reconstruire une force avec les V1, les V2, les nouveaux Messerschmitt, qui aurait été très dangereuse pour les Alliés. C'est ça que vous nous dites là? Absolument. Et la supériorité aérienne qui était celle des Alliés risquait d'être mise en cause par les Messerschmitt 262 et les nouveaux sous-marins risquaient de remettre en cause les communications interatlantiques. Alors, est-ce que qui était favorable au débarquement? Les Américains étaient favorables? Totalement. Totalement. Les Anglais? Ils sont convaincus, ils en sont convaincus, mais sur le tard. Le problème entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est que les Américains souhaitent frapper directement l'Allemagne par une offensive suivant le débarquement, après le débarquement en direction sur l'Allemagne, et que depuis 1940, les Anglais ne font que chercher à tâter le ventre mou du dispositif allemand. Ça fait qu'en 1942, ils ont déjà convaincu les Américains de ne pas débarquer en Europe, mais de débarquer en Afrique du Nord. Ensuite, en 1943, ils ont convaincu encore les Américains d'attendre encore un peu, et eux, Anglais, de mener plus ou moins l'offensive sur la Sicile et sur l'Italie. Et finalement, quand même, c'est au niveau entre l'URSS et les alliés occidentaux que doit se régler le problème. Parce que Staline attend désespérément, depuis 2 ans, un second front en Europe. Or, tout ce que font les Anglais, c'est de la périphérie. Donc, il faut débarquer en Europe une bonne fois pour toutes. Sinon, ça a été dit, peut-être, je n'ai pas les éléments dans la main, mais ça a été dit qu'à un moment, Staline et Hitler auraient pu négocier. Ils auraient pu refaire un pacte germano-soviétique. On se retrouvait à l'époque d'août 1939. Donc, et ensuite... Ça aurait été une catastrophe, ce coup-là. Absolument. Et par ailleurs, il y a quand même quelqu'un, un Américain, qui est lui totalement convaincu et qui a cette idée en tête, c'est Roosevelt. Roosevelt cherche et veut la décision en Europe et, comment dirais-je, pénalisant en quelque sorte la marine américaine qui, elle, pense au Pacifique. Et à un moment donné, à Washington, il a fait faire le choix. Et Roosevelt a dit l'Europe d'abord, Germany first. Et au bout du compte, en 1944, la machine est prête. À Washington, il a fait faire le choix. Et Roosevelt a dit l'Europe d'abord, Germany first. Et au bout du compte, en 1944, la machine est prête. Tout le monde est prêt à s'engager et c'est le débarquement du 6 juin. Mais le fait que les Américains, les Alliés aient débarqué en Afrique du Nord, en Italie, ça devrait quand même rassurer Staline quand même. Dans un sens, mais ça ne consommait pas assez de troupes
D'accord, pour alléger vider le front de l'Est. D'accord, j'ai compris, d'accord. Et les Allemands, ils redoutent la guerre, sur les deux fronts. Comment c'est vécu? Je ne suis pas très compétent sur cette affaire-là. Hein, je ne sais pas si... Je pense que les Allemands, bien sûr, regrettaient beaucoup. Mais je crois que ils s'attendaient à ce que le débarquement ait lieu ailleurs, comme vous le savez bien, puisque ça a été largement raconté. Hein, ils s'attendaient à ce que ce soit plus près de l'Allemagne encore, parce que c'est vrai que la Normandie est quand même un petit peu plus loin. Et je pense que pour eux, c'était effectivement très grave. Mais ils avaient mal concentré leurs troupes, me semble-t-il, puisqu'il y avait assez peu de troupes qui ont pu réagir. Très peu d'aviation ici, oui. Peu d'aviation, oui. Et les blindés n'étaient pas là. Hein. Ouais. Oui, très peu ils avaient peu d'aviation parce que il y avait des attaques des Alliés permanentes sur l'Allemagne. Ouais. Ce qui faisait d'ailleurs que sur la Russie, ils avaient un gros problème en aviation. Ils étaient en sous-effectif en aviation par rapport aux Russes, ce qui est quand même très étonnant, parce que leurs avions sur le front russe, ils avaient été obligés de les mettre en Allemagne. Même chose d'ailleurs, le débarquement intervient à un moment donné où les derniers avions allemands qui se trouvaient sur le sol français, pratiquement, sont rapatriés sur l'Allemagne. Ouais. Donc, en fait, l'histoire des deux fronts, c'est absolument capital. N'oubliez pas, il y a 179 divisions, 179, pardon, divisions allemandes sur le front russe. Il y en a 56 qui sont bloquées en France, plus 26 en Italie. Enfin, il y en a un petit peu partout. Et ça faisait plus de 100 divisions qui auraient pu être rapatriées sur son front russe où les Allemands avaient tellement de difficultés. Tiens, ce que les Allemands craignent, j'imagine, c'est de se retrouver dans la situation de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire avec un front à l'ouest, un front à l'est, en fait. Oui, en fait, je crois qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Et vous pardonnerez de le dire de la part d'un historien. Mais il est évident que la Première Guerre mondiale est présente dans toutes les mémoires. En 1944, elle n'est jamais qu'à 23 ans de distance, 25 ans de distance. Et les Allemands se souviennent que ce qu'ils appellent la guerre sur deux fronts les a conduits à la défaite. D'autre part, lorsque l'on parle des Américains, il ne faut pas oublier qu'il y a une stratégie américaine traditionnelle qui est d'attaquer l'ennemi le plus fort là où il est le plus fort. Et quant aux Britanniques, eux, ils ont d'autres soucis. Le souci de défendre l'Empire, le souci de défendre la route des Indes qui passe par la Méditerranée, de pratiquer une stratégie périphérique parce que cela correspond à leurs intérêts. La stratégie n'est jamais que l'expression de l'intérêt national. Alors, Daniel Bilalian, la première question qui se pose sur ce débarquement, c'est pourquoi la Normandie? Parce qu'il fallait effectivement arriver dans un port en eau profonde pour pouvoir alimenter. Donc l'idée, c'était effectivement d'arriver à un port en eau profonde. Simplement, on ne pouvait pas y arriver directement parce que ces ports en eau profonde étaient fortifiés. Ils voulaient aller à Cherbourg. J'imagine que là, par les plages, c'était la route de Cherbourg qui s'ouvrait. Et c'est ce qui fait de ce débarquement d'abord une fantastique aventure humaine, fantastique aventure du courage, mais aussi une fantastique aventure technique. Quand on sait que dans la foulée, si je puis dire, des premiers débarquants à Omaha Beach, à Juneau, à Gold, etc., c'est transporter un port entier qui allait fonctionner pendant quelques jours avant qu'une tempête ne le mette en péril. Ce port qui était modulable, qui fonctionnait à marée basse, à marée haute, extraordinaire. Dans la même journée, dans les 24 heures, il y a un pipeline sur les 165 km qui séparent l'Angleterre de la Romanche qui s'installe pour alimenter les chars, les jeeps, les camions américains, anglais. C'est une fantastique aventure humaine à tout point de vue. Jusqu'au dernier détail, j'allais dire jusqu'au dernier bouton de guêtre, comme on dit dans l'armée française. Chaque Américain avait son livret pour pouvoir parler français en phonétique. Et l'année dernière, j'ai appris une chose extraordinaire, par exemple. Au bout de 24 heures de combat, le 7 juin au soir, 2 soldats américains se sont retournés dans un petit village ici. Ils ont dit, on n'a pas été pissés depuis 2 jours. Eh bien, ils se sont aperçus. On leur a dit ensuite qu'au moment où ils ont embarqué dans les chalands, on leur a donné un bêta-bloquant pour qu'ils ne soient pas gênés par les besoins pendant les premières 48 heures de combat. Organisé. Alors, moi, je trouve le plus extraordinaire, c'est qu'en fait, tout le monde croit que c'est une diversion, la Normandie, et en fait, ils ont joué la diversion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse diversion. Donc, ils ont joué la diversion, et ça, c'est d'un machiavélisme absolument incroyable, non, Franz? Ils ont surtout eu de la chance. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est la chance. Au départ, on a l'impression qu'il n'y a pas de chance. Parce qu'effectivement, vous savez, bon, en mai, mais ça aurait été formidable, puisque comme vous savez, Rommel avait complètement pourri les plages du mur de l'Atlantique, et avec ses hérissons tchèques, ses asperges de Rommel, les pieux dans tous les sens, tout ça couvert de mines, de sorte que si le débarquement avait lieu à marée haute, ce qui aurait été l'idéal, eh ben, les chalands auraient forcément explosé. Et donc c'était ça la stratégie de Rommel, c'était d'empêcher le débarquement. C'est ça la vraie histoire de cette opération.
c'est qu'il y avait ce mur de l'Atlantique qui était construit, puisque souvenez-vous, après l'histoire du débarquement raté, du fiasco de Dieppe, en août 1942, oui, l'opération Jubilé, oui. Hitler a fait construire ce mur de l'Atlantique. Bon, à partir de là, ce mur de l'Atlantique, c'était un peu la ligne Maginot. Oui. Les Allemands se sont sentis un petit peu rassurés. À un moment donné, Hitler nomme Rommel, Rommel s'affole, réorganise absolument tout. Et là-dessus, il y a tout un concours de circonstances. En mai, le temps était favorable pour un débarquement à marée basse. Hein. Le temps était favorable, le seul problème, c'est que les Alliés n'étaient pas prêts. Eisenhower n'a pas voulu le faire. Ensuite, il y a une petite fenêtre de tir, il y a le 5, le 6, le 7. Hein. Ce sont des bons jours. Le gros problème, c'est que brusquement, la météo devient dégueulasse. Et là, il y a une espèce d'affolement. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, Eisenhower annule une opération qui était prévue pour le 4 juin. Il y a un grand désarroi dans les rangs alliés. Et brusquement, une fenêtre de tir réapparaît entre le 5 et le 6. Et là, c'est le coup de chance. Et les Allemands ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, Walter Staub, le chef météo de la Luftwaffe, il dit à ses gens, il dit à ses avionneurs, eh ben, vous pouvez aller partir prendre du repos. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, là, c'est vraiment un coup de chance. On va regarder, Franz, l'interview du météorologue qui a eu la lourde tâche de pronostiquer le temps qu'il ferait en Normandie. Il a aidé beaucoup pour gagner la guerre. Ouais, le 6 juin 1944, Magnéto, Jérôme. Soir du 3, nous avons dû faire notre prévision cruciale pour Eisenhower. À ce moment-là, les Américains étaient très optimistes et ils ont découvert l'anticyclone des Azores. Ils ont dit que l'anticyclone ou un morceau de l'anticyclone allait découvrir la Manche et tout serait agréable. Le débat a commencé à 18h du 3 et ça a duré presque toute la nuit parce que nous étions intransigeants. Il y aurait une tempête. Vers 4 heures du matin que Eisenhower a dû décider ce qu'il allait faire et il a décidé d'annuler pour 24 heures. À ce moment-là, les Allemands attendaient l'invasion pendant le mois de mai. Et le mois de mai était calme. Et au bout du mois, le temps s'est changé. Et le météorologue a prévu que pendant la première semaine de juin, il n'y aura pas d'invasion. Je savais que c'était l'avenir de l'Europe qui dépendait à ce moment de nous six. Et nous étions solidaires, mais différents. Et j'étais très conscient que c'était le commencement de la fin pour Hitler. Voilà, alors Michel Chevalier, c'est absolument incroyable cette histoire de fenêtre météorologique. Non mais Olivier Buder a bien résumé la situation. Le débarquement ne pouvait réussir que par une multitude de petits détails. Il ne fallait rien laisser au hasard. Et l'un de ces détails qu'on a souvent sous-estimé, c'est la météo. Et oui, aujourd'hui, il a une place énorme parce qu'on a développé nos moyens d'information. Mais à l'époque, il n'y avait pas de bulletin météo, il n'y a ni la radio, ni la télé. Or là, ce qui fait d'ailleurs que Rommel, le grand chef allemand, il est parti en Allemagne parce qu'il était sûr qu'il n'y aurait aucun problème. Il est allé fêter l'anniversaire de sa femme. Ce qu'il faut bien voir. Il n'était pas là. Je vais essayer de vous camper un petit peu la situation. Il n'y avait pas une météo, mais d'abord il y en avait trois. Il y avait la météo officielle anglaise, il y avait la météo marine, les marins avaient leur propre météo, et puis il y avait la météo de l'armée de l'air américaine qui était à Portsmouth. Donc il fallait mettre d'accord trois météorologues qui utilisaient des méthodes différentes. On n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas les satellites. Donc on avait beaucoup d'imprécisions. Donc c'était un coup de poker. Et ce qu'il faut dire, c'est que fin mai, il avait fait très beau et que les choses se sont gâtées. C'est-à-dire, depuis 1942, ils avaient fait des études statistiques pour savoir quelle était la meilleure période pour le débarquement. Et la meilleure période pour le débarquement, c'était une convergence de beaucoup de choses. Il fallait d'abord pleine lune, pour les parachutistes, qu'on voit clair. Il n'y a pas de projecteur. Il fallait qu'il n'y ait pas trop de vent. Il fallait qu'il y ait des mi-marées hautes, mi-marées basses. Vous voyez ? Il ne fallait pas des courants trop forts, etc. Et il ne fallait surtout pas une forte mer.
Et donc on avait choisi la période, il y avait 2 périodes, 2 créneaux. L'un était du 29 mai au 5 juin, date limite, le 5 était repoussé au 6, au dernier moment. Et la deuxième, du 19 au 21 juin. Il y avait 2 créneaux. Voilà le choix. Donc la météo a été capitale et au dernier moment, donc c'est Stagg qui était le chef de la météo qui a dit « Attendez, c'est catastrophique, on a un printemps pourri, c'est pas un hasard cette période-là. » Souvenez-vous toujours, les débuts de Roland-Garros, du Salon du Bourget, on a toujours des averses. C'est pas un hasard, le temps n'était pas anormalement pourri. Simplement, des perturbations se sont creusées et on a eu des coups de vent. Et donc, ils ont eu une météo catastrophique. Et après, hein, on y reviendra, du 19 au 21 juin, alors là, ils ont eu une tempête rarement vue. Qui a détruit un des 2 ponts artificiels. Qui a détruit l'un des ports. Voilà, un des 2 ports artificiels, absolument. Mais alors, si le débarquement n'avait pas eu lieu le 6 juin, ça remettait à quand? Ben, ça repoussait, il y avait une deuxième date, 17 juin. Vous savez, il y avait la météo qui conditionnait, mais il y avait la Lune, ben oui, pour l'éclairage, et il y avait les marées. Ouais. Vous ne pouviez pas faire ça avec des marées de forte amplitude. Et si vous voulez, ce que disait Franz de Gisbert est très astucieux et très vrai. Si vous voulez, il y a eu un leurre étonnant qui fait que, 1, les Allemands attendaient un débarquement dans un port et non pas sur une plage. Ouais. 2, les Allemands attendaient un débarquement dans le Pas-de-Calais et pas en Normandie. C'est ça. 3, les Allemands attendaient un débarquement à marée haute et non pas à marée basse. Et ils l'ont fait à marée basse. Vous voyez, il y a une succession d'erreurs stratégiques commises. Et puis surtout, à aucun moment, on y reviendra tout à l'heure dans le port artificiel, jamais les Allemands n'ont pu imaginer qu'on allait pouvoir fabriquer un port artificiel en toutes pièces, 500 pièces, 1,5 million de tonnes, leur faire traverser la Manche et le construire. On y reviendra. Donc le débarquement fut aussi la victoire du général Chance. Oui. Oui, parce qu'il y a des endroits quand même où les Anglais n'ont pas pu accoster tout de suite parce qu'il y avait des récifs quand même que les bateaux pouvaient toucher. L'histoire, c'est pas tout à fait ça. En fait, le port d'Arromanches a réussi parce qu'on a réussi les ancrages, parce qu'il y a les rochers du Calvados, alors qu'en face de Omaha, on a du sable et les Américains n'ont pas réussi leur ancrage. Et la tempête a balayé leur port. Voilà l'histoire. Ouais. Donc il y a eu des... Attendez, n'oubliez pas que la nuit, des sous-marins allemands venaient, les petits sous-marins de poche, les types en homme grenouille allaient prélever du sable pour l'analyser, pour voir la consistance. Je vous le donne en mille. Ce sable, ils le mettaient dans des préservatifs. Ah ouais? Et ils le ramenaient en Angleterre et ils analysaient le sable pour être sûrs de la consistance des plages, pour ne pas recommencer l'erreur de Dieppe où les chars se sont enlisés dans les galets. Là, il fallait du sable dur. Sur la météo, un dernier mot, Jean-Pierre Agema. Il y a eu beaucoup de chance, on vient de le dire. Il y a eu comme un point fondamental, c'est que Hitler, jusqu'au 20 juillet, a cru véritablement que le débarquement se jouerait sur le Pas-de-Calais. Il a bloqué ses réserves de Panzer et là, il a commis une erreur fondamentale, tactiquement, qui va lui coûter extrêmement cher. C'est un des éléments de la surprise, de la réussite, en tous les cas, du D-Day. Et ça va se continuer jusqu'au 20 juillet. Oui. Je vous en prie. Je voudrais simplement rajouter un petit mot. Les Allemands n'avaient plus aucune station météo à l'ouest. Or, c'est venant de l'ouest que les dépressions ou les bons moments arrivent. Ouais, ils en avaient où avant des stations Ils en avaient dans le nord, dans les îles du Nord, ils en avaient d'autres. Mais une des premières opérations des commandos britanniques a été de se saisir des stations météo près de l'île aux Ours, etc. Comme ils ont détruit les stations radars, ils ont détruit les stations météo, d'accord. Ce qui fait que seuls les Alliés étaient capables de savoir qu'il y avait le petit trou de pas trop mauvais temps qui aurait lieu. C'est d'une intelligence. N'oubliez pas, ne perdez jamais de vue que les Anglais sont des marins. Et donc, ils avaient une marine encore très forte. L'Allemagne n'avait plus de marine. Incroyable. N'oubliez pas ça. Un dernier mot, Franz, oui. Jean-Pierre Azéma a dit quelque chose d'absolument fondamental sur le simulacre, puisque les Alliés ont réussi à faire croire que pendant longtemps, pendant des semaines, que ce débarquement en Normandie était un simulacre. Et le fond, c'était quoi? C'était qu'il fallait à tout prix bloquer des divisions, mais énormément de soldats allemands dans le Pas-de-Calais qui étaient là en train de préparer et d'attendre. Et d'ailleurs, ça avait été tellement bien préparé, parce qu'il n'y a pas seulement l'opération Fortitude dont on va parler, mais il y avait un pilonnage allemand. La salle info. Il y avait un pilonnage permanent sur les troupes allemandes par les Alliés. Duquesne.
Retour à l'information avec la situation sur le front de Normandie. Les opérations préparatoires au débarquement ont débuté ce soir vers minuit. 15 000 para-américains viennent d'être largués dans le secteur de Sainte-Mère-Église. Un parachutage qui n'a pas échappé à la FLAC, la défense antiaérienne allemande, qui a réagi immédiatement. C'est la plus grosse opération américaine depuis le début de la nuit. Une information qui vient d'être confirmée officiellement par la BBC à Londres. Ici Londres, front occidental. Les dépêches de dernière heure annoncent que de nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. 800 avions larguent en ce moment même dans la zone de Sainte-Mère-Église 2 divisions de la 82e aéroportée du général Ridgway et de la 101e commandée par le général Taylor. Leur mission principale est d'assurer la protection de la côte est du Cotentin et d'empêcher l'arrivée des renforts allemands. Ils doivent s'emparer des 4 routes étroites qui traversent la zone volontairement inondée par les Allemands située en arrière de Varreville. Ces 4 chaussées constituent les seuls débouchés vers l'intérieur du Cotentin. En les contrôlant, les paras veulent éviter que les troupes qui doivent débarquer à l'aube ne soient bloquées sur le rivage entre la mer et ses marais et risquent ainsi de se faire anéantir par l'armée allemande. Autre objectif des para-américains, ils doivent prendre les ponts du Mer de Ray et occuper le village de Sainte-Mère-Église situé sur l'axe principal reliant Caen à Cherbourg. Avant de quitter l'Angleterre, les paras de la 101e division aéroportée ont donc reçu la visite du général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées. On vient de recevoir les images. You are about to embark on a great crusade. The eyes of the world are upon you, and the hopes and prayers of all liberty-loving people go with you. Première victime du débarquement, nous venons de l'apprendre. Certains de ces para-américains sont morts noyés dans les marais autour de Sainte-Mère. Je vous le disais, les Allemands ont inondé volontairement la zone et posé des pièges, comme des pieux ou des mines. L'équipement des paras étant très lourd, plus de 40 kilos, certains sont restés empêtrés dans leurs parachutes et se sont noyés. D'autres, parachutés en plein cœur du bourg de Sainte-Mère-Église, sont tombés dans une maison en feu. Et puis d'autres, enfin, ont été tués par l'explosion de leurs propres munitions. Mais c'est la plus grande confusion qui règne dans le secteur de Sainte-Mère-Église, aussi bien côté américain que côté allemand. L'état-major allemand, lui, semblerait ne pas être véritablement au fait de ce qui est en train de se passer sur toute la côte normande. À Cherbourg, dans la villa où il réside, l'amiral Henke, commandant du front de mer de la Manche, assistait ce soir à un concert pour piano de Robert Schumann. Quand un officier lui a remis un message signalant une importante activité aérienne alliée au-dessus du Cotentin, il a bien sûr aussitôt mis fin à son concert pour descendre à son poste de commandement et discuter avec son état-major. Mais personne ne semble vraiment prendre conscience de la situation. Même chose du côté du quartier général allemand. Le maréchal Rommel, chargé par Hitler de repousser l'invasion alliée, est parti pour l'Allemagne fêter l'anniversaire de sa femme. Il pensait que le débarquement ne pourrait avoir lieu cette nuit compte tenu des mauvaises conditions météo. Et puis enfin, le général Marx, qui commande les troupes allemandes en Basse-Normandie, fête également son anniversaire à Saint-Lô, dans une ambiance détendue aux côtés des officiers de l'état-major du 84e corps d'armée. Il semble bien que personne, côté allemand, n'ait donc envisagé qu'un débarquement soit possible cette nuit, étant donné, je vous le disais, les mauvaises conditions atmosphériques annoncées. Pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer. Nous allons donc vous tenir au courant, je vous l'ai dit, toute la nuit. C'est la fin de ce flash, mais on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Merci Benoît Duquesne. Alors avec nous ce soir, le président de la région, le président Philippe Duron, grâce à qui nous avons pu réaliser cette émission. Donc nous remercions la région et France 2. Avec nous également Robert Paxton, bonsoir, enchanté. Vous êtes américain, professeur émérite de l'Université de Columbia, spécialiste du régime de Vichy, et vos livres ont révolutionné, je crois qu'on peut le dire, notre façon de voir la période. Vous avez fait des livres extrêmement importants sur le sujet. Vous êtes co-signataire, Robert Paxton, avec Jean-Pierre Azéma et Philippe Burin, de 6 juin 1944, qui est édité chez Perrin Mémorial de Caen. Merci d'être là. Jean Quélien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Caen, spécialiste de la Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Et en ce moment, dans Ouest France, il y a tous les jours un événement concernant cette période. Un feuilleton pendant les 3 mois de l'été, et un événement chaque jour, des événements à la fois connus et d'autres beaucoup moins. Voilà. Olivier Weber, bonsoir. Alors, grand reporter au Point, et vous avez été, je dirais, la cheville ouvrière de ce numéro du Point qui s'est tellement bien vendu. Je crois qu'il n'y en avait pas assez. S'il y en avait eu 2 fois plus, ça se serait vendu à 2 fois plus. Un numéro très intéressant. Un beau succès, effectivement. On ne s'y attendait même pas, d'ailleurs. Ouais.